créativité, comment avoir des idées, comment produire des idées et utiliser son potentiel créatif. Alors, je suis l'auteur d'un ouvrage qui a eu un assez grand succès, qui s'appelle Comment avoir des idées, produisez 200 idées à l'heure. Et je vais essayer justement aujourd'hui de vous parler un petit peu de ce qu'on est capable de faire à partir de son cerveau créatif, en tenant compte bien évidemment de votre intérêt sur le sujet, car je vais dire un peu ce que je pense sur ce thème de la créativité. C'est que dans les années qui viennent, et ça a commencé déjà, le vecteur de succès, de réussite, mais aussi de recrutement dans les entreprises, par exemple, ne vont plus être foncièrement ceux que l'on connaît aujourd'hui, mais les personnes qui sont capables d'être inventifs, imaginatifs et créatifs seront sans doute les personnes qui seront les plus à même d'être recrutées, valorisées et augmentées même dans leurs revenus. Donc ça, il y a un enjeu absolument phénoménal. Être créatif, c'est être capable, face à des situations, par exemple de problèmes que l'on rencontre dans notre vie, et on rencontre toujours des problèmes, eh bien, de les dépasser, de trouver justement des solutions, des idées, par un processus imaginatif et inventif qui n'est pas en fait le protocole classique, puisqu'on n'utilise pas la logique comme on l'utilise pour résoudre un problème de mathématiques. Il faut savoir que la créativité, c'est quelque chose qui existe depuis que l'homme est arrivé sur Terre. Son évolution, ses progrès sont nés exclusivement de son potentiel créatif. Quand il a commencé à en avoir assez de déplacer des objets lourds, il a inventé la roue. Bon. Et puis la roue, on s'en sert toujours aujourd'hui. Lorsqu'il a commencé à ne plus supporter le froid, eh bien, il a inventé les habits, etc. Toutes les innovations, tout ce qui existe autour de vous, que vous utilisez dans votre vie de tous les jours, est né au départ dans l'esprit d'un homme ou d'une femme et qui en a transformé ça sous la forme de l'imagination créatrice, d'une idée, et l'a pu le réaliser ou l'a fait réaliser par quelqu'un d'autre. Il faut savoir que si vous vous intéressez au domaine de la réussite personnelle, eh bien, je peux vous assurer que un des vecteurs de réussite, alors ce n'est pas le seul, mais en tout cas il est un des plus puissants, il y a notamment le domaine de la créativité et de l'imagination créatrice. Car lorsque l'on veut réaliser quelque chose, un projet qui vous tient à cœur par exemple, eh bien nécessairement vous allez être confronté, peut-être dès les premiers instants, à comment je vais le faire, comment je vais réaliser, car je n'ai pas les moyens, j'ai pas les outils, j'ai pas les connexions, j'ai pas les relations, j'ai pas les... etc., etc. Il vous manque plein de choses pour réaliser un projet. Et puis même, quand bien même que vous commencez à le réaliser, au fur et à mesure de sa progression, vous verrez que vous allez rencontrer un certain nombre d'obstacles, de problématiques et de difficultés qui vont faire que, eh bien, si votre potentiel créatif est à vos côtés, eh bien, vous allez pouvoir les dépasser totalement. Vous allez pouvoir toujours trouver une solution. J'attire votre attention sur une chose. Regardez bien autour de vous. Essayez d'observer certaines personnes qu'on dit des petits malins qui, quoi qu'il leur arrive, ils arrivent toujours à trouver une issue, une innovation, un moyen de se faufiler, de s'en sortir. Ce sont des gens qui, peut-être presque par nature, sont des gens créatifs. Et ces gens-là, alors peut-être que dans leur vie, il manque d'études, ils ont peut-être eu beaucoup d'obstacles au départ, mais vous remarquerez que année après année, et puis quand vous les revoyez au bout de peut-être, je sais pas, 7-8 ans, parce que vous les aviez perdus de vue, vous allez remarquer que ces gens-là, ils ont mieux réussi que les autres, malgré tous les obstacles que la vie leur avait pourtant mis devant, parce qu'ils ont su être ingénieux, être créatifs. Donc vous voyez que c'était vraiment un facteur de réussite absolument formidable. Souvent dans mes séminaires, lorsque je fais des séminaires sur ce sujet, je parle souvent de Honda. Tout le monde connaît les motos Honda et tout ce qui existe au niveau mécanique, au niveau de Honda.
Eh bien, l'inventeur de ce qu'on appelait la première moto, qu'on appelait la motocyclette, c'était Honda. Alors j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est vraiment un exemple de créativité et d'imagination différent. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous raconter son histoire. Eh bien, Honda avait pour projet pendant la guerre d'inventer un moyen de locomotion autonome qui n'était pas un véhicule à 4 roues mais à 2 roues, qui était donc cette idée de créer une sorte qu'il appelait la motocyclette. Le problème, enfin je dirais les problèmes, c'était que d'abord il était confronté à cette gigantesque tragédie qu'était la guerre. Et les bombes tombaient régulièrement par les bombardements de l'époque, qui étaient les bombardements américains sur la péninsule japonaise. Et bien évidemment, travailler dans des conditions comme ça, vous imaginez, surtout qu'il avait besoin d'ingénieurs, il avait besoin de beaucoup de concentration, et tout ça se faisait dans des conditions épouvantables. Néanmoins, sa détermination était « je veux réaliser cette motocyclette ». Et autour de lui, y compris parmi les personnes qui travaillaient avec lui, parmi les personnes qui étaient, je dirais, ses lieutenants dans ses projets, mais on lui disait, mais monsieur Honda, mais voyez la réalité, nous sommes un pays qui n'a pas de matière première, ce qui est vrai, le Japon n'a pas de matière première, il importe tout de l'extérieur, mais en plus, nous sommes dans une situation de très grande pénurie, et l'embargo américain, etc., la guerre fait que c'est totalement irréalisable. Mais Honda avait toujours foi en ce projet de réaliser cette moto, et en même temps, il savait que son potentiel créatif était capable de réaliser absolument tout, mais tout de chez tout. C'est-à-dire que quelle que soit l'importance d'un obstacle, quelle que soit l'importance d'une difficulté, il sait que la créativité pouvait de toute manière, à un moment ou à un autre, débloquer la situation. Je vous assure que c'est la vérité quand on le ressent au fond de soi-même, quand on vit le potentiel créatif. Je vous assure qu'on a l'impression que rien n'est un problème. C'est-à-dire qu'on arrivera toujours à trouver une idée, une solution pour nous sortir de là. Eh bien, lui ressentait ça, et bien évidemment, ça n'est pas arrivé en un jour, l'idée géniale, etc. Mais c'est une vision, je dirais, différente, c'est-à-dire qu'on voit les choses sous un autre angle. C'est comme quand vous, par exemple, je sais pas moi, vous rentrez de chez vous, vous avez toujours un peu vos habitudes, la pièce dans laquelle vous vivez principalement, vous la voyez toujours sous le même angle, mais essayez de la voir sous un angle différent. Changez de place. Ne vous mettez pas toujours à la même place et vous verrez que vous voyez les choses différemment. Bon, alors je dirais que ça c'est un tout petit exemple, mais c'en est un quand même, parce que Honda, lui, c'est ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il façonnait sa problématique, son objectif, sa priorité de réaliser cette moto de manière différente de ses collaborateurs qui lui disaient « c'est impossible, on ne peut pas le faire ». Et ils avaient sans doute des arguments, hein. Sauf qu'un jour, une idée géniale lui est arrivée. Alors, il y avait encore un bombardement, comme il devait sans doute y en avoir chaque jour, vous imaginez l'angoisse. Et Honda, à un moment, a eu une sorte d'éclair, une sorte de flash d'intuition. C'est souvent comme ça que ça se produit. C'est-à-dire que les idées, c'est très proche du domaine de l'intuition, et l'intuition, c'est très proche du domaine des idées, parce que ça fonctionne sur le même mécanisme. C'est-à-dire que sans doute les zones du cerveau doivent être activées de la même manière. Et en voyant ces bombes tomber, eh bien, vu qu'il manquait de matières premières, il s'est dit, mais les matières premières, elles sont là. Toutes ces bombes qui ont explosé, c'est de la ferraille. Ce sont des matières premières tout à fait réutilisables et qu'on peut parfaitement recycler en les fondant. Et c'est ce qu'il a fait. Il a ramassé des centaines et des centaines et des centaines de bombes, je ne sais pas très exactement, mais toujours est-il qu'il les a donc fait fondre, et il a eu un acier de très bonne qualité. Eh bien, pendant la guerre, notre fameux Honda a réussi à réaliser, grâce à ça, son premier moteur, et notamment le moteur à explosion à 2 temps, qui était le moteur qui a servi pour la motocyclette. Et ceci est une histoire qui démontre bien que la vision dans laquelle on est, la vision, l'image que nous avons de notre problématique peut être vue de différentes facettes. Alors c'est déjà un des premiers secrets que je vous révèle, c'est que lorsque vous avez un problème, pour pouvoir le résoudre de manière imaginative et créative, vous n'allez pas le voir toujours sous le même angle. Parce que si vous voyez toujours sous le même angle, vous aurez toujours les mêmes réponses de votre cerveau créatif.
et peut-être pas créatif du tout. Ça peut être simplement le cerveau, simplement analytique. Et lui, c'est pas sa fonction première de résoudre les problèmes de manière créative. Donc, vous allez le voir d'un angle différent, de plusieurs angles différents. Alors ça peut être tout simplement d'interroger des gens autour de vous d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Le cerveau collectif, vous avez des gens qui, a priori, ne semblent pas du tout liés ou associés à votre projet, où vous rencontrez votre problème, mais si vous lui en parlez, lui, il a sans doute, ou elle a sans doute une vision qui est complètement différente de la vôtre. Vous dire, ah ben tiens, j'avais pas pensé ça comme ça. C'est vrai que vu sous cet angle, voilà. Alors peut-être que la personne ne va pas résoudre le problème, mais elle va vous donner déjà un élément de réponse du problème. Le deuxième aspect que je vous invite à faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les connexions synaptiques. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on ne peut pas dissocier le travail de la créativité et de l'imagination créatrice si on n'associe pas le domaine du fonctionnement, un tant soit peu, du cerveau humain. Alors, pour être très schématique, le cerveau humain fonctionne avec ce qu'on appelle des connexions entre les neurones. Alors, nous avons des dizaines de milliards de neurones qui, elles-mêmes, chaque neurone stocke des informations, stocke des expériences, stocke des contenus qui sont des images, des ressentis, des perceptions, des choses en mémoire, des informations, des acquisitions, etc. etc., etc. Et donc, lorsque des informations contenues par un neurone sont connectées avec un autre, il y a ce qu'on appelle une zone de synapse qui permet cette liaison, une sorte comme de prise, un peu comme une prise que vous avez chez vous pour brancher telle chose. Le synapse, c'est la prise. Seulement, le cerveau est une merveille absolument phénoménale. On estime que dans une existence humaine, le nombre de connexions possibles est tellement gigantesque qu'on pourrait l'associer aux chiffres que représente le nombre d'étoiles et de galaxies dans l'univers. C'est-à-dire quasiment infini. Et même si ce chiffre ne serait pas infini, en tout cas, dans une existence, pouvoir interconnecter ces liaisons synaptiques entre elles de manière à chaque fois différente, eh bien, dans une existence entière, un neurologue avait calculé qu'on pouvait, dans une existence, seulement arriver à pouvoir en connecter que 1%. Vous imaginez, etc. Et c'est là que c'est étroitement lié, quand on parle de potentiel illimité, ça n'est pas simplement que des mots, c'est une réalité concrète, et je dirais même neurologiquement concrète. Parce que une idée est la conséquence d'une connexion différente, et j'insiste, en mettant en relief le mot différente. Une connexion différente entre une idée, entre une voie neurologique et une autre. Mais si vous connectez toujours vos neurones de la même manière, alors je vais vous donner un exemple. Vous allez à un endroit qui vous plaît, je ne sais pas, votre salle de jeu, votre salle de sport, votre travail, etc., etc. Vous avez toujours, par exemple, vous entrez dans un magasin, vous avez toujours la même habitude, de toujours passer par les mêmes rayons, etc. Eh bien, ça a un impact sur votre mécanisme créatif. Parce que les gens qui sont créatifs, ils ont compris que leur cerveau avait besoin d'être alimenté de manière différente, régulièrement, souvent, presque perpétuellement. Parce que ces connexions différentes engendrent dans le cerveau des expériences différentes, mais aussi des mélanges de pensées, des mélanges de situations qui sont différentes. Et quand on a toutes ces choses qui sont différentes, eh bien on produit ces fameuses connexions qu'on ne produirait pas d'habitude et qui vont déclencher dans notre céphalée une production d'imagination créatrice totalement différente. Donc pour pouvoir être créatif, il faut que dans votre vie de tous les jours, vous ayez le souci de toujours
vivre des expériences qui ne sont pas toujours dans des modes d'habitude, mais qui sont différentes. Donc par exemple, vous allez dans un magasin, vous prenez à contre-pied votre manière de toujours vous y prendre pareil, toujours le même chemin, vous changez. Et la fois d'après, vous changez encore. Vous allez à votre travail, ne prenez pas toujours le même itinéraire en y allant ou en repartant. Vous avez l'habitude de vous promener toujours au même endroit, non, changez, etc. Vous allez voir que vous allez avoir un cerveau qui va être en éveil, parce qu'il est tout le temps là, stimulé, éveillé à vivre des expériences différentes, et donc les connexions se font différemment. C'est un des premiers exercices, je dirais, comportemental, un exercice comportemental, c'est-à-dire dans votre façon d'être, qui va avoir un effet réel sur votre potentiel créatif. Et je vous assure que les créatifs font ça. Ils se forcent presque à écouter des musiques différentes, même qu'ils n'ont pas foncièrement pour goût. Ils se forcent à regarder des revues différentes qui ne sont pas vraiment de leur intérêt, pour tout le temps, faire que entre leur expérience de ce qu'ils ont vécu, alors je veux dire, ça représente ma main gauche, et les expériences nouvelles s'interconnectent de manière totalement différente. Et qu'est-ce qui se produit quand on fait ça? Eh bien, lorsque on associe le vécu à quelque chose de nouveau, eh bien, vous avez dans votre système hautement sophistiqué neurologique un certain nombre d'expériences, je dirais d'orage cérébral qui se produit là-dedans, qui fait que lorsque vous avez besoin de puiser à l'intérieur de vous des expériences créatives et inventives, le processus se fait de manière plus fluide. Parce que votre cerveau s'est habitué à vivre, je dirais, hors du champ classique, à sortir de ses limites, parce que vous lui avez fait vivre des expériences du vécu, des situations qui sont différentes, et il va les associer. Et c'est cette association de choses qui sont différentes qui produit un processus créatif et inventif. C'est ce qu'on appelle une sorte de tempête cérébrale, parce qu'on va vraiment aller au voyage intérieur, voyager à l'intérieur de son esprit, voyager par ses propres expériences entre le vécu et du nouveau. Le nouveau, l'associer constamment à quelque chose de vécu. Le deuxième aspect en créativité, c'est que lorsque on a besoin de produire des idées, il y a un piège qui nous est tendu. C'est celui de la logique. Alors on dirait la logique, on en a bien besoin. Je n'ai pas dit ça. Bien sûr que la logique, nous en avons tous besoin, ne serait-ce que pour simplement les premières fonctions de sa vie. Savoir faire les choses, les comprendre, les analyser. Bon. Ça, c'est du ressort de la logique. Mais sur le plan cérébral, on va dire qu'il y a une sorte d'antagonisme entre les fonctions du cerveau analytique, qui sont plutôt des hémisphères gauche du cerveau, et puis les fonctions inventives et imaginatives, créatives, du potentiel créatif. Alors ces deux fonctions ont tendance à ne pas faire bon ménage, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas travailler l'une et l'autre ensemble. C'est ou l'une ou l'autre. Alors il y a une sorte de côté alternatif qui fait que quand même l'équilibre se fait de manière naturelle, mais si on a besoin de son potentiel créatif, on a besoin nécessairement de faire plutôt activer les fonctions de notre hémisphère droit. Et là, le piège, il se tend parce que quand on a commencé à réfléchir, à se dire, tiens, comment je vais résoudre ce problème de manière différente, je vais le vivre sous un autre angle, etc. Et la logique s'empare de ce processus et a tendance à vouloir absolument picorer les premières idées en se disant, oh là là, mais non, c'est ridicule, pense pas à ça, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens, etc. Le piège est terrible parce qu'une idée, ça ne fonctionne pas comme ça. Une idée, ça fonctionne par un fil, comme un fil d'Ariane. C'est-à-dire qu'un fil qui vous conduit à la solution. Et la première idée est souvent absurde, idiote, voire même éloignée de la réalisation de ce que l'on veut obtenir. Ça nous semble lointain, on se dit, mais on n'arrivera jamais à partir de ce que j'ai là, à créer une idée. Mais justement, il faut l'encourager en disant, au contraire, tiens, cette idée,
Bon, d'accord, c'est pas ce que je recherche, c'est pas encore tout à fait ça, ça a des expériences différentes, vous allez l'associer à du vécu différent, vous allez essayer de faire une sorte de gymnastique dans votre esprit en l'agrandissant, en la changeant de couleur, de texture, de forme, de matière. Vous allez essayer de rendre élastique votre esprit en disant tiens, si je la mets dans tel contexte, mais un contexte qui est complètement illogique. Je ne sais pas, moi, si vous avez besoin de trouver une idée, par exemple, je sais pas, moi, vous avez un projet que vous n'arrivez pas à trouver, mettez-le dans le contexte avec des personnes que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, des gens qui ne sont pas concernés par le sujet, des vacanciers, des gens qui sont des étrangers, tout simplement des enfants. Mettez le contexte, et là, vous allez voir, ça va brasser dans votre conscience, vous allez ramener en force ces fameuses connexions que je vous ai expliquées au début de cette conversation. Et puis là, dès que la logique intervient, eh bien, vous la mettez de côté. Vous lui dites, non, attention, je ne te condamne pas, logique, mais j'ai besoin de toi, mais pas pour le moment. Parce que si tu interviens tout de suite, eh bien, le processus logique va décaler les fonctions de ressources créatives pour les fermer comme un robinet et va activer la fonction de l'hémisphère gauche. Mais lui, il ne sait pas inventer des idées. Ça, il ne sait pas faire, c'est pas son truc. Donc, lui, il va plutôt décortiquer les choses et donc, il va bloquer de facto le processus. Mais il va le bloquer immédiatement. C'est-à-dire que c'est instantané ce phénomène-là. La logique, elle a pour effet, c'est d'être un coup près. C'est-à-dire qu'elle bloque complètement et totalement le processus de l'imagination créatrice. Et ça devient très difficile de revenir en arrière. Donc, laissez de côté cette logique, cette analyse de votre idée, mais vous allez simplement l'analyser à la fin. Vous dites, ok, j'analyserai, mais quand j'aurai fait ce processus, que uniquement à la fin et rien qu'à la fin. Donc là, vous avez déjà mis de l'ordre dans votre esprit, puisque vous vous dites, pendant que je suis en processus créatif, je me permets tout. Et je dirais que c'est un autre secret, troisième secret, c'est celui de la liberté. Très souvent, on ne s'autorise pas, on ne essaie pas d'aller au-delà. Eh bien, quand on est créatif, c'est tout le contraire. Dans son esprit, on se permet un tas de possibilités, un tas je dirais, de voies. On va sortir ce qu'on appelle du schéma de nos limites, des limites du conformisme. Et là, il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous auto-censurer en disant « Ah oui, mais non, là, je ne peux pas y mettre les pieds parce que je ne connais pas, j'ose pas, ça ne veut rien dire. » Non, 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 au contraire. Mettez votre idée en l'associant avec des choses complètement invraisemblables, loufoques, illogiques, complètement à côté du processus de pensée classique. Et vous verrez que ce qui va en découler, ce qui va en sortir de ça, c'est que eh bien, votre cerveau créatif va avoir une tendance à vous offrir sur des plateaux d'esprit, comme des flashs, des choses qui vont venir dans l'esprit, dans la journée, pendant la nuit, pendant vos rêves, le matin en vous réveillant. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui vont vous produire des solutions souvent géniales, et puis surtout, vous allez les noter. Parce que le cinquième élément dans la créativité, c'est que être libre dans son esprit, c'est la clé, mais en même temps, c'est qu'une idée, c'est d'une fragilité absolument fantastique. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu les meilleures idées, et puis je les ai retrouvées, c'est mes concurrents qui les ont eues, parce qu'eux, ils ont eu la bonne idée, entre guillemets, de les noter. Une idée, c'est fragile. Une idée, c'est incroyablement éphémère, et comme c'est quelque chose de nouveau, le cerveau ne le retient pas. Et en mémorisation, on le sait, ça, si quelque chose qui est nouveau, on a un mal fou à retenir ces choses-là. Donc, dès qu'une idée vient à l'esprit, même si elle vous paraît un peu absurde, vous la notez. Vous ne l'analysez pas, si vous me dites, ah, me fait penser à quoi, ça me fait penser à quoi, ça me fait penser à quoi, et puis vous l'associez à des choses du vécu, des choses totalement illogiques. Dès qu'une idée apparaît dans votre conscience, mais alors, a fortiori si elle est bonne, vous la notez, parce que, je vous assure, vous aurez en grande partie le risque de tout perdre. C'est vraiment quelque chose qui est fugace. Et vraiment, on risque vraiment de se retrouver dans des situations comme ça.
Il faut savoir que la plupart de nos idées se sont produites, enfin la plupart des idées, des innovations qui sont autour de vous et de moi, la plupart de ces idées n'ont pas été créées dans un laboratoire. Enfin en tout cas elles ont été perfectionnées sans doute dans un laboratoire, mais l'idée elle est venue au départ dans des rêves. Eh bien il faut savoir que le mécanisme créatif fonctionne énormément pendant les rêves. On a un fonctionnement cérébral formidable pendant les rêves. Eh bien, ce qui compte, c'est de noter vos rêves le matin. Et moi, je vous donne un petit truc comme ça. Vous prenez un verre d'eau, et puis vous allez vous programmer mentalement par rapport à votre problème pour essayer de trouver une solution par votre mécanisme créatif qui, lui, va se mêler à vos rêves. Là, prenez ce verre d'eau, et juste avant de vous coucher, vous vous dites, c'est tout ce que j'ai à faire en buvant la moitié du verre d'eau, c'est tout ce que j'ai à faire pour pouvoir trouver la solution cette nuit. Et le matin, en vous réveillant, alors vous ne bougez pas, vous restez les yeux fermés, et vous essayez de repenser aux derniers instants de vos rêves. Et vous allez voir qu'il y a des bribes d'informations qui vont vous revenir. Et puis, vous ouvrez les yeux, vous prenez la deuxième partie de votre verre d'eau, et vous vous mettez à boire cette deuxième partie en disant « c'est tout ce que j'ai à faire pour résoudre mon problème ». Et puis vous allez avoir votre carnet de notes avec vous. Vous notez les idées qui vous sont venues pendant les bribes du rêve, qui vous sont revenues à la conscience. Et puis aussi, vous allez le garder au moment où vous lavez les dents, dans votre salle de bain, à votre petit déjeuner, ou en vous habillant, ou en prenant votre voiture, parce que les idées apparaissent souvent le matin. Le processus subconscient s'est produit pendant la nuit, les rêves ont travaillé, soit ils ont produit vraiment pendant la nuit, soit ils vont produire pendant les premières minutes, même les premières heures du matin. La majorité des idées viennent le matin, et là encore, si vous ne les notez pas tout de suite, eh bien dans 99% des cas, vous allez l'oublier. Voilà pour ce qui est donc de ce processus du mécanisme créatif. Je donne quelques pistes, bien sûr. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez suivre mon programme, comment avoir des idées, comment produire jusqu'à 200 idées à l'heure. Alors ce n'est pas un titre ronflant pour le plaisir de vous l'annoncer, mais c'est vraiment la réalité, c'est-à-dire que lorsqu'on sait faire fonctionner son mécanisme créatif, on a noté qu'on pouvait aller jusqu'à des scores de brainstorming, on appelle ça, de brassage d'idées, jusqu'à 200 idées à l'heure. Et ça se trouve, vous êtes un génie, vous qui êtes derrière l'écran, qui en fait vous ignorez. Et quand on a découvert comment ça fonctionne, alors là je peux vous dire que tout vous paraît impossible. On se retrouve pour la prochaine. Merci.